Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je reçois un pro surfeur, un vrai, un fort, un beau, Tristan Guilbaud. À 32 ans, Tristan est un des meilleurs surfeurs européens et bénéficie d'une rare expérience sur le tour. Vous allez notamment découvrir tout ce qu'il met en place pour être au plus haut niveau. Préparation physique, mais aussi préparation mentale. On a longuement parlé état d'esprit positif et visualisation. Perso, j'ai appris plein de choses que je me suis précieusement notées. Je suis convaincu que ce sera pareil pour vous. J'ai passé un super moment avec Tristan. J'en ai gardé plein d'énergie positive. Avant de commencer, un gros remerciement au crew d'Osgore qui m'a accueilli lors de cette interview. Hervé de la magnifique maison d'hôte Blue Yanga dans laquelle nous avons réalisé cet épisode et Mathieu de yadusurf.com. Yadusurf.com, c'est la météo du surf en moins de 10 secondes, dispo sur le web et les App Store. Un site bien cool que je vous conseille et c'est développé sur place à Osgore. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Tristan Guilbaud, profession surfeur de haut niveau. Salut Tristan, bienvenue sur Mordu. Salut, merci de m'accueillir. Ah bah écoute, je suis très content de te recevoir ici à Osgore. Alors moi je t'accueille à Osgore, mais c'est toi qui es du coin. C'était à l'occasion d'un trip ici qu'on se rencontre. Écoute, on a eu des super surfeurs sur Mordu. Justine Dupont, Damien Castera, Michel Desbouillons, Joël Deronet. Mais c'est la première fois qu'on reçoit un pro surfeur actif sur le tour. Et j'avais envie de commencer comme ça. Et dis-moi, est-ce que c'est aussi cool que ça en a l'air d'être pro surfeur? J'espère que ça l'est. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça l'est, toi, ouais? Ouais, ça l'est complètement. Je suis super, hyper content de mon choix de vie. C'était un rêve, en fait, depuis tout gamin. Aujourd'hui, je le vis pleinement, c'est top. Qu'est-ce que tu dis à des gamins qui viennent te voir ici à Osgore sur l'eau et qui te disent « Moi, mon rêve, c'est d'être pro surfeur ». Je leur souhaite de réussir, forcément. Après, c'est très individuel et c'est un parcours qui est quand même semé d'embûches et de choses de la vie. Donc, faut pas lâcher. Après, c'est un beau rêve, c'est un beau sport et on a la chance de voyager grâce à ça. Moi, c'était un peu ce qui a fait que je suis parti dans ce sport-là. C'est clairement ce qui m'a vraiment attiré au tout début. Et puis voilà, on apprend plein de choses sur la route aussi. On rencontre plein de personnes géniales dans tous les pays du monde et c'est chouette. Alors c'est vrai que tu vois, moi c'est un truc qui me faisait rêver petit. Enfin, tu vois, l'univers des pro-riders. Je suis un peu plus vieux maintenant et tu vois, quand t'entends un peu aussi les retours de certains surfeurs du tour ou anciens surfeurs du tour, ils te disent aussi la compète en surf c'est dur. C'est dur parce que parfois ça peut être frustrant de prendre un avion pour aller attendre des vagues qui n'arrivent pas et puis parfois aller surfer dans des conditions qui sont quand même pas incroyables. Il y en a beaucoup qui disent que c'est quand même assez dur, quoi. Et moi, tu vois, j'étais hyper intéressé de voir ta réponse, tu vois. Et toi, t'es vraiment on sent que t'es dans le plaisir là-dedans. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que t'aimes tant, toi, dans cette vie de pro surfeur? Parce qu'il y a plein de gens qui font, toi, t'as un niveau de ouf. Tu pourrais juste être free surfer, faire des vidéos et gérer un compte Insta. Toi, tu restes dans la compète, quoi. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ouais, c'est vrai. Après, j'ai eu la chance de faire les deux, en fait. Et du coup, j'ai vraiment eu l'expérience de free surf et de compète. Je trouve que c'est très... ça va ensemble en fait. C'est pour avoir été dans le free surf au début parce que quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais avec des grosses marques, Quicksilver, etc. Enfin, j'étais chez Quick pendant très longtemps et puis j'ai dû faire ma place en fait. Et chez Protest, quand j'ai retrouvé donc un nouveau sponsor, j'ai pris quelques années quand même à essayer de construire mon image, pas que sur les compètes, parce que je voyais déjà que c'était assez important. Il y a de ça 10-12 ans déjà. Et je me disais, ouais, moi je veux quand même essayer de voir ce que c'est que d'être faire des photos, partir juste sur des trips pour vidéo, etc.
sur les mags, faire des parus sur les mags, etc. Ouais, ça me faisait rêver aussi, autant que le côté compète. Après, j'ai toujours été compétiteur. J'ai fait beaucoup de judo quand j'étais jeune. Donc j'ai eu depuis tout début cette espèce de petite envie de prouver quelque chose à moi-même, de me dire ok, je suis sûr que je peux aller chercher des trucs, à me dépasser en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que je continue toujours aujourd'hui, parce que j'ai quand même une carrière qui est assez longue, mine de rien. Ça fait plus de 10 ans et je pense que c'est ça, le dépassement de soi, c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui et de toujours être aussi content de repartir sur les compètes. Je me sens pas en fait cramé par les années de voyage et de compétition, parce que la compétition, comme tu l'as dit, c'est dur, c'est intransigeant, ça pardonne pas quoi. Tu peux te faire 12 heures de vol, arriver dans un autre pays, tu surfes une fois, tu perds, t'es vert, tu vois, t'es en Australie, t'as fait la moitié du monde dans un avion, et puis tu dois rentrer chez toi après 25 minutes. Enfin, c'est dur quoi. Mais voilà, c'est des choses qui font partie du métier. Moi, j'ai toujours essayé de prendre ça comme une expérience et ça m'a pris des années, mais voilà, ça fait finalement que quelques années que je récolte un peu les fruits de tout le travail et de toute l'expérience que j'ai emmagasinée sur les années de voyage, etc. Donc ouais, c'est chouette. En termes de stratégie, tu disais, toi, tu as pas mal d'expérience et tout ça. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Comment tu travailles ton set, quoi. Quand tu te mets à l'eau, le coup de sifflet, tu vas dans l'eau, tu as une stratégie au départ ou c'est un peu je regarde ce qui se passe et boum, je cartonne la première qui arrive? Ouais, alors c'est en ça que le surf est assez différent d'autres sports. C'est 25 minutes, mais on est dans un élément qui est vraiment mouvant. L'océan, il faut savoir s'adapter en fait à lui. Tu peux pas forcer les choses et en même temps, il faut arriver préparé. Aujourd'hui, on est tous pros. Le surf s'est professionnalisé de ouf dans les dernières années. Donc on essaie de chercher le petit truc en plus pour pouvoir être plus performant que les autres. Donc forcément on a une stratégie. La stratégie, ça consiste déjà à observer les conditions du jour, à sentir un petit peu ce qui se passe dans l'eau, le nombre de séries. Enfin, chacun a ses petites techniques. Et après, c'est le fait de s'être entraîné pendant des années et des années, d'avoir eu des scénarios dans l'eau aussi, avoir bossé en dehors avec des coachs, mais on peut pas reproduire ce qui se passe en série. C'est vraiment spécifique au surf. Et ouais, je pense que c'est la qualité première, je pense, d'un surfeur de très très haut niveau. C'est quelqu'un qui arrive à s'adapter à beaucoup de situations. On n'est pas parfait tout le temps, mais on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a pendant le temps imparti, quoi. Donc 20, 30 minutes, 35 minutes. Et est-ce que toi, je me suis toujours demandé sur le positionnement par rapport aux autres surfeurs qui sont dans l'eau et tes concurrents, est-ce que y a des techniques, enfin je me rends pas compte, tu vois, mais est-ce que tu te dis le mec il est goofy, il va vouloir partir sur la gauche, il est nul il est moins bon sur la droite, donc je vais toujours me mettre à sa droite, le coller pour que jamais il puisse partir comme il faut. Il y a de ça. Il y a un peu, il y a un peu, il y a de l'intimidation aussi, voilà, de temps en temps. Moi je l'ai senti personnellement dans certaines compétitions où t'as bossé, mentalement t'es fort et tu vois, tu rentres dans l'eau, t'as toujours ce moment où forcément ça se jauge un petit peu de l'extérieur et un peu tu t'arrives à lire je sais pas, des sensations, c'est des sensations en fait plus qu'autre chose, mais je me souviens d'une compète l'année dernière par exemple, pour te donner un exemple très précis, j'étais contre des surfeurs c'était une compète européenne. C'était où? C'était aux Açores. Et sur cette compète, je fais deuxième justement, et vraiment j'étais bien dans ma bulle, je me sentais bien, je me sentais fort, j'avais fait le taf avant, je me sentais bien physiquement aussi, j'avais beaucoup bossé mentalement avec ma prépa, et je me souviens que je rentrais dans mes séries, je pouvais te dire presque que j'arrivais à sentir que je les mangeais déjà rien qu'au départ, tu vois, même en rentrant dans l'eau. Et ça avec des surfeurs que je considérais aussi qui étaient techniquement meilleurs que moi, je sentais que j'avais l'avantage psychologique sur eux, sans avoir même pris une première vague. Et c'est des choses qu'on arrive à sentir en fait, l'état mental de l'adversaire, ça joue énormément.
la confiance, ça permet d'optimiser ton potentiel aussi. Et c'est en ça que t'as des techniques, tu vois. Et t'as réussi à rationaliser le truc parce que même moi, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être sur des sessions. Hein, alors, je le répète, je suis une buse en surf, c'est pas le sujet. Mais même, tu vois, avec mon petit niveau, ça m'est arrivé d'être sur une session où tu dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est moi qui vais la prendre. Et t'as l'impression que déjà, tu vas être au meilleur endroit. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc, t'as une confiance de ouf et tu vas tout prendre. Et puis il y a d'autres jours, t'en prends pas une, t'es jamais au bon endroit, t'as toujours un gars qui te la met devant, tout ça. Et toi, t'as réussi à rationaliser le truc. Qu'est-ce qui fait que des fois, on a super flow et d'autres pas? Je pense que c'est un concours de circonstances. Là, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a cette expérience, comme tu as pu l'avoir, tu vois, tout le monde peut l'avoir en fait, cet état de flow. C'est juste que c'est ton focus qui match parfaitement bien le potentiel que tu as et en même temps, voilà, ton côté adaptatif entre guillemets. En fait, tu as réuni tous les facteurs de performance et en même temps, tu es capable justement de faire le max sur le moment. En fait, le moment présent, c'est un peu kitsch, mais c'est complètement vrai. T'es là et tu réagis de façon optimale à ce qui se présente devant toi. Et ça, c'est au niveau du placement, tu peux le sentir. Après, voilà, ça se fait pas comme ça. C'est des années de pratique pour sentir que la vague elle va arriver là parce que t'as vu, tu vois, inconsciemment, t'as aperçu des choses. Par exemple les lignes qui arrivent de loin, t'arrives à te dire ok ça va arriver avec tel angle, du coup je peux me placer là et voilà c'est quand on dit que le travail il y a pas de chance en fait, tu provoques ta chance parce que t'as travaillé avant. Moi c'est ma philosophie en tout cas. C'est intéressant ce que tu dis, le truc, j'aime bien, je te demande comment tu rationalises le truc et tu dis c'est le moment où t'as ton focus et en même temps t'as ton potentiel max que t'atteins. Et c'est vrai que moi, tu vois, si je reprends l'exemple perso du surfeur intermédiaire, c'était pas dans des séries de 2 mètres, c'était clairement dans les 80 cm. Mais alors, je savais que j'allais bouffer tout le monde. Et ça, c'est intéressant, ouais. C'est super intéressant ce que tu dis. Mais ça, c'est le rôle, tu vois, justement, de la prépa mentale et combiné avec plein d'autres choses parce que la performance en elle-même, c'est pas juste le fait de surfer. Tu sais que tu as besoin d'être bien physiquement, tu sais que tu as besoin d'avoir un matériel qui fonctionne et tu sais aussi que mentalement tu dois être dans un bon état pour pouvoir justement être là et réagir en fonction des situations. Donc il y a plein de facteurs de performance qui sont nécessaires vraiment pour performer au plus haut niveau. Et ça, c'est des petits réglages, c'est des petites choses, mais quand tout est mis bout à bout, ça donne ça donne cet état de grâce entre guillemets, de flow où tu as l'impression que c'est facile. C'est ce que t'as ressenti aux Açores. Moi, c'est exactement ça. J'étais là et j'étais confiant, mais sans être, trop confiant en mode un peu orgueilleux ou je sais pas c'est trop, tu vois. Je suis confiant dans mes capacités. C'est mon jour. Je ressens bien les conditions et bam, ça se passe quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière où j'arrive au bout à la fin et je me dis waouh, c'est passé super vite. Ça avait l'air hyper facile et j'ai pris un énorme plaisir aussi à être dedans, à profiter. Au début, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait, pour être très honnête. Et puis après, quand j'ai justement compris comment ça fonctionnait, comment ça s'articulait, les fois d'après, j'ai pu vraiment profiter du moment quand ça arrivait. Ça c'est trop bon, franchement c'est incroyable. Alors, est-ce que tu étais dans cet état de flow là en Californie il y a quelques semaines? Alors, il y a une vidéo de ouf pour ceux qui n'ont pas vu, regardez-la, c'est sur ton compte Insta. Donc on est à Huntington Beach, sud de Los Angeles, une compète. Il y a cette espèce de spot avec un pont de ouf. Alors vas-y, raconte-là ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai que c'est très spécial pour le coup. Huntington Beach, c'est une vague, c'est un beach break avec une jetée, avec des gros pylônes en béton. Et quand les vagues sont assez grosses, on peut arriver à passer entre les pylônes, à surfer entre et à passer de l'autre côté. Mais c'est dangereux, il y a quand même pas mal de risques. Se prendre en pylône en béton, ça fait jamais du bien. Ils sont fat. Et voilà, c'est très solide. Et là, je suis sur une compète internationale. C'est vraiment les plus grosses compètes que j'ai dans ma saison. C'est une des plus grosses en termes médiatiques aussi. L'US Open, c'est une compète historique. C'est un Challenger Series. Moi là, en plus, faut savoir que je revenais de blessure. Cette année, je me suis blessé assez gravement en début de saison. C'était ma première grosse blessure. Et là, c'était la première compète où je me sentais assez bien.
Et puis arrive cette série. En plus, je suis contre Kenoa Igarashi, qui est à cette époque-là, il est 3e mondial sur le CT. Et voilà, c'est gros, les conditions sont un peu costauds, il y a du courant. Et puis je trouve cette gauche et je fais un gros turn backside. Et en fait, j'ai pas trop réfléchi pour être très honnête. Je savais que j'avais besoin d'une bonne vague, donc j'ai fait mon turn, voilà, machinalement. Et à la réception, je réalise que je suis vraiment très proche des pylônes. Et du coup, je suis en mode survie, donc je réagis un peu comme je peux. Je passe entre deux. Et puis après, en fait, la vague me rattrape et je perds ma vitesse. Et du coup, je m'éjecte sur le côté et je manque de toucher le pylône. Et voilà, les commentateurs, c'est vrai qu'ils ont halluciné parce que ça arrive très rarement. It's intense. Ah ouais, non, mais c'était fou. Et moi, pour la petite histoire, je suis là sur la vague et je passe les premiers pylônes. Et en fait, à ce moment-là, j'entends les gens qui sont en haut, qui regardent. Et que je les entends gueuler, waouh, un truc de fou. Et puis finalement, je touche rien du tout. J'ai trop de chance. Ma planche n'a rien. Je me fais décaler avec le courant de l'autre côté des pylônes. Et je vois un mouvement de foule qui passe de l'autre côté en haut. Et ils se mettent tous au bord pour regarder, tu vois, si je suis en vie, entre guillemets. Et je sors de l'eau, je commence à courir, je check quand même. Je suis nickel, je suis en un morceau. Ma planche est pareil, rien du tout. Et en fait, sur la plage, je cours. Et les gens gueulent sur la plage et ils me font des checks. Ils viennent me taper dans la main. C'est exceptionnel. C'est des moments, j'oublierai jamais ça. Il y a que là-bas que ça arrive et c'est génial. C'était une super expérience. Et en plus, tu fais un bon résultat. J'imagine que tu gagnes la série. Ouais, alors ouais, je fais 2e sur la série. C'est une série hyper serrée, mais je sors le 3e mondial grâce à cette vague-là. Donc ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Pour moi, c'était une petite consécration, tu vois, parce que je revenais de loin. Tu savoures encore plus parce que j'en ai chié, quoi, les derniers mois, et je pensais pas revenir à un niveau suffisant pour être sur ces compètes aussitôt. Et donc là, ouais, c'était génial. Je me souviens parce que tu avais ton début de saison qui avait commencé, je crois, peut-être au Portugal, non, en Israël. Ouais, alors c'est ça, et boum, là tu te fais la cheville juste avant de partir. L'histoire, c'est que je fais les Açores. Les Açores, c'était ma première compète. Je fais 2e, je suis sur une super lancée. C'est le plus gros résultat de ma carrière et je me sentais super bien. Et je visais forcément le titre européen. Et je me blesse juste avant de partir sur la 2e compète et je pensais que c'était pas grand chose. Et au final, c'est une blessure qui me prend 6 mois, quoi. Et donc mentalement, ça a été dur à gérer aussi, surtout quand tu t'es dans une bonne dynamique et que du coup tout est hyper positif et tout ça, et puis là tu peux rien faire pendant plusieurs mois, et puis tu sais que le niveau, en fait, t'es jamais à l'abri, quoi, de retrouver 100% de tes capacités. Donc ouais, c'était dur, c'était long, beaucoup de travail pour revenir. Mais voilà, c'est d'autant plus appréciable derrière quand ça se passe bien et quand on revient et quand on sent que le surf est là de nouveau, quoi. Énorme. Donc là, on voit bien l'adrénaline du surf hero aux US. Tu devais être sur une planète pas possible. C'est quoi l'ambiance sur le tour? Parce que j'imagine un milieu pas facile avec pas mal d'enjeux. Vous vous investissez pas mal à titre personnel financièrement, quoi. C'est clair. Tout le monde n'a pas des méga sponsors. Enfin, c'est une vie. Vous payez vos billets. Donc l'ambiance, ça doit être un peu serré. Comment ça se passe? Ouais. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le surf a jamais été aussi reconnu et dans le monde entier, et il n'y a jamais eu autant de surfeurs dans l'eau aussi. Mais le surf de compétition en pâtit énormément. Je sais pas si c'est les formats. En fait, c'est un peu compliqué à comprendre. Nous-mêmes, surfeurs pro, on sait pas trop d'où ça peut venir. Mais les marques investissent un peu moins dans les surfeurs. En tout cas, il y a une plus grosse disparité entre le top très exclusif du haut du tableau et ceux qui sont juste en dessous dans les ligues. Pourtant, c'est pro, on dédie notre vie à ça. On passe notre année sur le tour à s'entraîner, à essayer de tout mettre en place pour atteindre nos objectifs. Donc c'est un boulot à part entière. Mais malgré ça, c'est compliqué. On doit payer tout de A à Z. Ceux qui ont de la chance, ils ont des sponsors qui leur permettent de
faire leur saison. Moi, j'ai la chance d'avoir des sponsors qui me permettent justement d'aller sur toutes les compètes. Après, ça veut pas dire que derrière, j'ai assez d'argent pour prévoir l'avenir, etc. Donc, c'est délicat. C'est des situations qui sont précaires. Donc, si on fait pas ça par passion, déjà, je pense que c'est compliqué. Et puis, c'est difficile d'investir vraiment de l'énergie et voilà, de l'amour dans le sport quand on n'est pas à fond dedans. Donc c'est compliqué, faut le savoir pour les jeunes qui nous écoutent peut-être. Mais ouais, l'ambiance après dans le tour, on se connaît tous, c'est un petit milieu. On se voit tous 10-15 fois dans l'année sur les mêmes épreuves. Forcément, il y a des amitiés qui se créent, mais il y a aussi des rivalités qui sont là, comme partout, je pense. Mais ça va, globalement, c'est Mais quand cool. t'es sorti de l'eau là, aux US, donc voilà, t'as la foule, machin, génial, et puis le lendemain, t'es au petit-déj, j'imagine, avec tous les autres compétiteurs. Enfin, j'imagine ça peut être un peu ça. Tu sens que les mecs ils viennent te féliciter en mode super sincère, super content pour toi. Ou bon, c'est un peu. Il y a tout. Franchement, il y a tout. Mais généralement, ouais, et franchement, c'est cool parce que tout le monde est conscient de l'effort qu'on met dedans. Et quand il y a quelqu'un qui a du mal et qui a une mauvaise passe, et puis d'un coup, il trouve un peu le rythme et il réussit, tu vois, il passe des tours. Généralement tout le monde est content pour lui et c'est cool. Et après je pense que le plus dur pour moi ça a été de voyager avec des potes et de se retrouver en série avec, parce que ça arrive aussi. Quand tu voyages avec des copains, t'es là pour un boulot, alors c'est ton pote certes, mais t'es là pour bosser et tu te retrouves dans la même série, c'est pas facile quoi. Donc ouais, après c'est pour ça que j'essaie de partir avec des gens qui sont assez ouverts aussi pour pouvoir faire la part des choses. Mais on partage quand même énormément de bons moments et ça c'est un des trucs que je retiens aussi du fait de voyager en tant que surfeur pro, c'est que on passe des moments de fou quoi dans des endroits assez incroyables, plus les uns que les autres. C'est quoi ton épreuve favorite du tour l'US Open. Non, l'US Open ça va garder une place forcément, mais personnellement j'aime beaucoup l'Australie. J'ai des connexions assez spéciales avec l'Australie. J'ai passé du temps là-bas, j'ai beaucoup appris aussi. Quand j'étais jeune, en fait, après le lycée, après le sport-études, parce que je suis passé par le sport-études surf. Où ça ? J'étais à Bayonne, donc c'était le seul pôle France en fait à l'époque. Et après ça, je suis parti 1 an en Australie tout seul pour apprendre à parler anglais et puis progresser en surf quoi. Parce que pour moi, l'Australie c'était la terre des champions de surf, de mes idoles entre guillemets, les Mick Fanning, Joel Parkinson, Taj Burrow, tout ça. Et donc j'ai eu la chance de partir là-bas 1 an. Et donc ouais, depuis j'ai cette espèce de feeling qui me donne envie d'y retourner. Et puis maintenant on a des épreuves là-bas. Alors c'est quoi ton spot? Snapper Rock, c'est une compète qui était sur le CT depuis longtemps et maintenant c'est un challenger. C'est une compète que je peux faire et ouais, c'est le rêve de surfer cette vague. Elle est où cette vague? Elle est sur la côte est, centre du pays, c'est un peu en dessous de Brisbane, c'est en dessous de Surfer Paradise. Et c'est là où ont grandi tous les champions australiens, enfin en tout cas une grosse partie. Et c'est une vague qui est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est une vague qui peut faire 1 kilomètre de long. C'est la perfection. Tu remontes à pied. L'eau est chaude. C'est génial. Excellent. T'évoquais ton retour de blessure, qui est un beau comeback. Comment t'as travaillé ça? On parlait de l'importance du mental. Je sais que toi, tu travailles beaucoup ta prépa physique, ta prépa mentale. Tu l'as travaillé, ce retour? Ouais. Et honnêtement, heureusement que j'ai eu ce soutien-là, parce que en fait, on réagit tous un peu différemment aussi. Les sportifs, surtout, quand t'as l'habitude de beaucoup t'entraîner et d'être très rigoureux et discipliné, etc. C'est dur d'être stoppé d'un coup et on te dit, il faut vraiment que tu arrêtes. Et là, d'un coup, ça fait très bizarre, tu vois. Et on peut être un peu perdu. Et moi j'ai eu la chance aussi d'avoir ce soutien de ce côté-là.
ce qui m'a permis Alors, aussi de pas trop soutien, c'est soutien d'un proche, soutien d'un pro. non, de ma prépa mentale, tu vois, qui a vu le truc venir et elle m'a dit voilà, moi c'est aussi mon rôle en tant que prépa de te dire. Donc t'as une préparatrice mentale Ouais. à qui tu travailles Ouais. régulièrement. Exactement, ouais, depuis 4 ans, elle me suit et on bosse, voilà, tous les facteurs de performance. Ça regroupe tout en fait, parce que grâce à elle, j'ai un peu changé de prépa physique aussi. J'ai identifié ce qui faisait que j'étais performant, parce que c'est très individuel, hein, la prépa mentale. Elle m'aide en fait à essayer de dire, ok, voilà, ça c'est tes forces, ça c'est tes faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment tu fonctionnes. Ah vas-y, c'est quoi toi tes forces et tes faiblesses? Moi, je suis assez sensible de nature et je suis très curieux. Donc le côté discipliné, il fallait que je le travaille un petit peu, dans le sens où je vais être curieux, donc je vais me mettre à fond dans un truc, mais après, une fois que je sens que j'ai un bon niveau, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai besoin de stimulation en dehors de ça. Et donc le fait de trouver une prépa physique aussi que je peux maintenir sur le long terme, qui va m'amener les résultats que j'attends, il faut trouver la bonne personne pour pouvoir le faire en sorte que je sois stimulé tout le temps. Ouais. Et que j'ai envie de m'entraîner et que ça devienne pas un peu lassant, tu vois, ce genre de choses. Après, c'est aussi la détermination dans la pratique. On sait que c'est des toutes petites choses. Surfer tous les jours et trouver vraiment le meilleur dans chaque session, ça c'est hyper important pour moi. C'est une énorme qualité à avoir. C'est de vraiment trouver le positif dans une session qui est peut-être un peu pourrie. Retenir une manœuvre, une sensation pour pouvoir avancer et se dire ok, demain ce sera mieux. Aujourd'hui je retiens un truc qui est positif et demain j'espère que ce sera mieux et j'essaie de faire mieux tous les jours et de progresser, tu vois, un tout petit peu chaque jour, quoi. Et ça, tu le ritualises, tu l'écris Ouais, ça c'est un truc qu'on entretient, avec les séances de visualisation, de plein de choses en fait, ces petites techniques. Ça c'est des choses par contre qui sont, comme je te disais, c'est très individuel. Quelqu'un aura peut-être besoin de bosser ça, quelqu'un n'aura peut-être pas besoin du tout. Ce sera peut-être axé sur, je sais pas, sa confiance en lui, comment il gère le stress ou l'attente qu'on peut lui mettre sur les épaules aussi, parce qu'il y a plein de choses. Généralement, ça c'est un truc que je regrette un peu de voir de l'extérieur pour être passé par là aussi, c'est que moi on m'a toujours dit, catégorisé comme quelqu'un qui avait pas le mental, tu vois. Mais quand j'étais jeune et j'ai commencé à bosser là-dessus, et puis je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout, c'est juste que il y avait des choses, je faisais des concessions sur des choses qui impactaient ma performance. Mais par contre, mentalement, j'avais aucun souci à être... Quoi comme concession? Par exemple, je voyageais avec des gens, mais j'arrivais pas à trouver ma place. C'est-à-dire que j'avais le rôle de quelqu'un qui chapeautait un peu le trip, et du coup, j'y laissais énormément d'énergie. Alors que t'es là pour toi, et c'est un sport individuel, donc chaque petite goutte d'énergie que tu laisses à côté, tu le mets pas dans ta performance et dans ce que tu dois produire le jour J. Et je me suis rendu compte de ça, qu'il fallait que je modifie un peu mon entourage. Et voilà, ça n'a pas manqué. La première compète, après avoir mis en place des nouvelles choses, je fais deuxième, c'est mon premier podium. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit, ah ouais, il y a un truc là. Et ce dont on a parlé et ce que j'ai travaillé avec elle, elle s'appelle Candice et je la remercie pour ça, parce que grâce à elle, voilà, j'ai pu comprendre en fait comment je fonctionnais. Et d'ailleurs, ça va même au-delà du sport en fait, parce que on parle de tout, et le fait de mieux se connaître dans la vie de tous les jours, ça te permet d'être plus fort, quoi, dans les séries. Ah, c'est intéressant, ça donne super envie de travailler, c'est un truc comme ça, parce que ouais, le truc de t'as pas le mental, c'est-à-dire notamment en compète, t'as toujours les mecs ou les filles qui sont super bons à l'entraînement et puis que le jour de la compète sont moins bons, ouais. Et au contraire, et c'est ça les champions, quoi, ceux qui se subliment au moment où il faut, quoi. Enfin, ouais, c'est ça la beauté d'un champion olympique, c'est de se dire, voilà, c'est une fois tous les 4 ans, t'as peut-être 2 chances dans ta vie, et bam,
Il y en a, il la rate pas cette occasion-là. Et puis t'en as, ils sont super forts, super entraînés, tout ça. Et on se toujours un peu fébrile au moment de produire. Je fais partie de cette catégorie-là, c'est pour ça que j'écoute ce que tu me dis. Ouais, mais c'est super intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Même, je suis passionné de sport en général. J'adore regarder, j'adore le tennis, le basket, le surf aussi. Je suis autant passionné que tout le monde. Et j'adore regarder et essayer de comprendre un peu les mécanismes mentaux aussi de certains athlètes et même surtout les légendes en fait de certains sports. Parce que tu comprends un petit peu plus ce qui fait la différence en fait à ce niveau-là. C'est vraiment des toutes petites choses. Les gars, ils sont certes talentueux, mais au niveau où on est, tout le monde est talentueux, tout le monde travaille. Après, c'est la façon de travailler et puis c'est le fait de pouvoir step up quand le moment est là et saisir l'opportunité quand elle se présente. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre les grands champions et les gens qui sont bons. C'est ça quoi. Donc là, on parle de ta prépa mentale. En termes de prépa physique, qu'est-ce que tu fais? Et notamment quand tu peux pas surfer? Alors moi, ça dépend des périodes de l'année. Je sais que la saison de surf, elle est très longue, de par le fait qu'on a une saison européenne dans les 6 premiers mois, et après, si on est bon, on a les 6 derniers mois de l'année qui sont là aussi. Ça nous laisse globalement 1 ou 2 mois, on va dire fin novembre, décembre et mi-janvier, de off pour pouvoir bosser. La grande chance, entre guillemets, que j'ai eue et que j'ai un peu transformé, c'est pendant le Covid. Pendant le Covid, je me suis dit, ok, je pense avoir des lacunes physiques, il faut que je bosse là-dessus, mais j'ai pas le temps pendant l'année. Parce que t'as les compètes qui s'enchaînent et puis t'as 2-3 semaines et en 2-3 semaines, tu peux pas forcément faire des gros blocs de prépa physique pour récupérer une vraie puissance dans les jambes ou peu importe ce que tu dois travailler. Moi, clairement, c'était ça qui me manquait un petit peu. Et le Covid est arrivé et au début, t'es un peu perdu parce que t'as pas de visibilité sur l'avenir. On savait pas ce qui allait se passer. Et puis, je me suis très vite dit, vas-y, profites-en. T'as peut-être 6 mois de l'année. Ça arrive là, peut-être une fois dans ta vie. Tu peux faire ça à fond et tu rattrapes le temps perdu. Du coup, t'as fait des squats dans ton salon Et non, mais j'ai eu quelqu'un. J'avais la chance aussi d'avoir le statut de haut niveau, donc je pouvais aller bosser pendant les confinements, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est une chance. Mais j'ai essayé de saisir ça et de me dire, vas-y, utilise cette chance-là. Et donc j'ai fait une vraie grosse prépa pendant 6 mois intense. Je fais 3 entraînements par semaine sur 6 mois en fait. Et je me suis vraiment tenu à ça. Et puis j'ai essayé de rattraper toutes les années où je m'entraînais, tu vois, mais je m'entraînais, je me maintenais en fait. Et je sentais vraiment que j'avais besoin de progresser sur certains aspects physiques qui allaient vraiment être déterminants pour mon surf en fait. Et c'est ça qui m'a motivé aussi. J'avais vraiment un but. Je m'entraînais dur. Parce que je voyais que derrière, j'avais les résultats aussi. Je sentais semaine après semaine que je progressais aussi dans l'eau. Donc j'avais vraiment le parallèle entre la salle et le surf dans l'eau, quoi. C'est ça qui était important pour moi. Et ça fait une grosse diff. Donc là, on parle de muscu, de footing. Ouais, muscu, un peu pas mal de mouvements d'haltéro que je connaissais pas. Ouais. Je suis allé chez un prépa qui vient du rugby et en fait il m'a donné une base, vraiment une grosse base de muscu quoi. Et j'avais vraiment cette idée et ces a priori de muscu au début quand j'ai commencé en mode on va soulever des poids, je vais me faire mal au dos, etc. Mais si c'est bien fait, normalement tu n'es pas là pour te casser en deux quoi. Et au contraire, j'ai appris la technique d'abord, puis après j'ai compris qu'on chargeait petit à petit en fonction de tes capacités et pour pouvoir progresser juste à chaque fois sur le fil, donc aller un poil plus loin, mais ça prend du temps. Et voilà donc. Et qu'est-ce que ça change tout ce travail d'haltérophilie une fois que t'es dans l'eau? Moi j'avais identifié que je manquais un peu de puissance brute dans les jambes. Je voulais pouvoir pousser plus fort pour pouvoir taper plus fort dans certaines manœuvres et puis envoyer plus d'eau, donc un meilleur rendu visuel aussi pour les juges et être un peu plus tonique aussi pour changer de rythme et proposer un surf qui était différent de ce que j'avais.
J'ai toujours eu un bon surf basique parce que j'adore les courbes. J'aime beaucoup le surf. Je suis un puriste un peu. Voilà, j'aime bien les lignes, tracer des belles lignes. Mais il manquait aujourd'hui ce qui est le surf un peu new school, tu vois, un truc un peu plus dynamique, un peu plus power. Tu bosses un peu les airs? Ouais, j'essaie de... Donc les airs, hein, c'est les sauts. Les manœuvres aériennes au-dessus. On voit de plus en plus de riders qu'on voit des 3-6 bien hauts, bien engagés. Et ça, j'essaie de le travailler. Et c'est pareil, tu vois, j'ai appris un peu tard. C'est un truc que j'ai pas pratiqué quand j'étais jeune. Et forcément, ça a des séquelles derrière. Parce que quand t'es jeune, t'apprends beaucoup plus vite. Et donc les mouvements, ils deviennent plus instinctifs. Et apprendre tout ça quand t'as dépassé 25-30 ans, ça prend plus de temps. Mais c'est faisable. Mais comment tu fais du coup? Du coup, je bosse beaucoup en visualisation, justement. C'est là où la prépa mentale, elle vient en soutien aussi. Et l'idée, c'est que du coup, physiquement, on identifie ce que tu as besoin pour pouvoir performer dans l'eau, pour pouvoir faire un air. Et tu vas le bosser dans ta tête, le répéter dans ta tête, et intégrer les sensations. Et puis après, aller dans l'eau et travailler, quoi. Et le tenter. Et ça, la visualisation, mais t'es pas le premier à en parler. Je me souviens, on avait parlé avec Elliot Notchez, ce qui est un champion en parapente, et quand on voit des manœuvres de psychopathe en l'air, quoi. Et s'il se rate, c'est un peu chaud, quoi. Il me disait, la première fois que tu le lances, comment ça se passe, quoi. Il me disait, je regarde des vidéos, je visualise, et puis quand j'y vais, ça va marcher. Bon, il fait ça aussi au-dessus de l'eau, donc mais il parlait beaucoup de la visualisation. Donc toi, tu dis, ça marche, quoi. Ah oui, c'est prouvé, je veux dire, tu crées des connexions dans ta tête quand tu visualises, et quand tu arrives à surtout intégrer les sensations avec. C'est comme si tu t'entraînais déjà, c'est comme si tu le faisais en fait d'une certaine manière. Après, ça ne remplace pas le fait de le faire en réel, mais ça permet justement de gagner un peu de temps et justement de faire ces connexions-là. Et le moment venu, tu l'as déjà dans ta tête, donc c'est plus rapide, tu vois, ça devient plus instinctif. Donc moi j'ai eu les effets rapidement. Donc moi alors attends, j'ai envie si je veux bosser mon positionnement en take-off, tu vois, quand c'est un peu gros pour moi, quoi. Ouais. Donc je me mets dans ma chambre, dans mon lit, je ferme les yeux et puis pendant 10 minutes je me refais la même séquence. C'est quoi le concept? Après je vais pas donner tous les secrets de la prépa mentale, hein, mais je vais te dire. Mais en gros, donne-moi un conseil pour moi, comment je peux faire moi? En gros l'idée c'est quand tu t'as forcément la sensation dans l'eau, mais l'idée c'est d'être dans ta tête, dans un certain niveau en fait de concentration et d'identifier le mouvement que tu veux travailler et d'essayer de te mettre à cette place là et donc de sentir comment tu places tes bras, la planche où est-ce qu'elle va être, où est-ce que tu vas aller, comme si tu t'étais en fait à travers les yeux de la personne que tu vois dans ta visu, quoi. Et ça va te permettre justement de retravailler ce mouvement-là et de vraiment essayer de capter ce que tu peux faire de différent pour après le mettre en pratique derrière dans l'autre. Mais ça, c'est des heures. Et puis tu peux passer des heures dans ta tête. Ah ouais, c'est clair. Et là où c'est intéressant, c'est d'avoir le soutien, ou en tout cas l'expertise d'un coach par exemple technique qui va te dire ok là on voit que et donc la vidéo c'est génial pour ça parce que tu as directement le rendu, on peut te guider sur le fait de mettre tes bras plus comme ça, d'attaquer le regard, etc. Et une fois que tu as ça dans la tête, tu fais ta visu et tu te mets à cette place là et tu fais les modifs et après tu vas essayer en pratique. En gros c'est un peu ça le cheminement, tu vois, il y a plusieurs étapes. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir t'aider sur le chemin. Coach technique, la vidéo, après la pratique, la prépa mentale, elle va venir justement, et le feedback derrière. Bon écoute, je suis chez mon pote Hervé, je vais lui demander de me filer cet après-midi. Je te passerai un coup de téléphone après. Ça marche. On est à Osgore. Toi, t'es originaire de Vendée, mais t'habites ici. Elles sont pas bonnes les vagues en Vendée? Est-ce que tous mes potes en Vendée disent elles sont ouf les vagues en Vendée, mais elles sont pas bonnes? Si, les vagues en Vendée sont top. Je renie absolument pas ma région d'origine. Mais c'est vrai que je suis venu ici
principalement parce que voilà, à l'époque quand je suis venu au lycée, au sport-études, c'était le seul endroit en France où je pouvais surfer et faire mes études. Donc je suis arrivé ici et on m'avait très vite dit à l'époque que le centre névralgique du surf européen, il se trouvait ici, quoi. À Osgore. À Osgore. Les sponsors étaient là, les caméramans, les photographes, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de mags aussi. Donc c'était une des façons de se faire connaître et de se faire une place dans le milieu. Et donc, si je voulais avoir une carrière dans le surf, il fallait que je déménage et que je vienne par ici. Voilà, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça a un peu changé parce que on peut bosser d'un peu partout, créer du contenu quand il y a des bonnes vagues. Voilà, la Vendée a plein de super spots. Osgore a, par contre, voilà, l'image et l'exposition médiatique entre guillemets. Quand il y a une super session ici, voilà, il y a beaucoup de monde sur la plage pour prendre des vidéos, des photos. Et donc forcément, ça fait un peu plus parler, quoi. Alors, du coup, toi, t'es un peu le Vendéen du Tour, le Vendéen d'Osgore. Comment ça se passe ici? T'es bien accepté? Parce qu'on parle toujours beaucoup de localisme sur les spots de surf. Comment ça se passe pour toi ici? T'es toujours le Vendéen malgré ton statut alors après, voilà, ça fait... j'ai officiellement passé autant de temps ici qu'en Vendée. Ah. Donc là maintenant c'est moitié-moitié. Voilà. Mais oui, forcément quand tu arrives d'une autre région et que les gens que te connaissent pas trop et puis que tu as envie aussi de réussir et de faire ta place, c'est pas forcément facile au début, mais non, franchement ça va. On se connaît tous bien. Je connais vraiment beaucoup de monde ici parce que je viens depuis très longtemps, depuis tout petit. Je venais avec mon père aussi pour surfer. Et puis c'est cool. Et puis voilà. Puis après les gars, ils te voient tout le temps surfer, ils voient ce que tu es capable de faire, les perfs que tu peux avoir aussi sur les compètes, et puis voilà, ils aiment le surf, donc le respect, ça vient avec le temps, et puis le fait d'être aussi assez intelligent dans l'eau aussi, parce que il y a quand même une part de respect aussi que tu dois avoir. Enfin, t'es pas forcément chez toi. J'ai appris ça en voyageant aussi. Voilà, si tu veux être accepté un peu partout, il y a des petites règles à connaître, c'est pas grand chose, mais bon, c'est les règles basiques. Mais mes potes justement du coin me disaient quand je leur ai dit que tu passais sur Mordu, ils m'ont dit ah mais attends, alors les gars, il déchire mais il est hyper respectueux sur le spot, c'est-à-dire que ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit voilà, même si tu surfes avec des mecs nettement moins bons que toi, voilà, t'essayes de partager, de pas agresser tout le monde si on te vole une prio. Enfin, on m'a dit que t'étais quand même très chill dans l'eau. Ouais, j'essaie parce que parce que on a tous débuté, donc on n'a pas forcément tous un niveau de fou, mais ça veut pas dire que parce que t'as un super niveau, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Je sais pas, moi après c'est comme ça que j'ai été éduqué. Je sais pas si ça vient je pense que ça vient aussi du fait que j'ai vu pas mal de gens et de situations différentes dans certains pays, et je me dis de toute façon le surf c'est aussi avant tout de se faire plaisir. Et alors il y a des fois où forcément je vais être un petit peu plus froid, je pense, et ça arrive parce que je m'entraîne et je me mets dans ma bulle et je suis focus et je suis là pour bosser. Et donc là, forcément, je suis là pour rentabiliser ma session. Mais ça n'empêche que j'essaie de faire attention. Et puis voilà, tout le monde a le droit de surfer et de prendre du plaisir, tu vois, de prendre des vagues. Après, c'est un petit peu compliqué quand il y a beaucoup de monde, mais on fait au mieux, quoi. C'est cool ça. Ta vie, à part le surf, il y a quelque chose à part le surf? L'océan, ça rythme ma vie, hein, pour être très honnête. Voilà, ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Après, en dehors de ça, il n'y a pas que le surf. J'adore faire des coupures. La famille, pour moi, c'est très important aussi. J'ai une petite sœur qui habite dans le sud-est et mes parents sont toujours en Vendée. Les amis et la famille, ça a vraiment une grosse place pour moi. Ça me permet d'être centré aussi. C'est trop important, et donc ouais, voilà. Et puis après, comme je disais, tous les sports, je suis quelqu'un qui adore bouger, le voyage aussi, j'adore. Je pense que j'ai un esprit un peu d'aventure. Mon père a fait ça quand il était plus jeune. Il est parti sac à dos, etc. En Amérique du Sud. Je pense qu'on a pris de ça de nos parents en fait, qui ont beaucoup bougé, moi et ma petite sœur aussi, et
Et voilà, et je pense que le voyage pour moi, c'est toute ma vie en fait. Je me vois pas rester dans un endroit pendant des années. J'adore bouger, j'adore être ici pendant plusieurs mois dans l'année. La France, c'est quand même un super pays pour pouvoir y vivre. Mais j'adore aussi passer 2 mois en Australie, un petit peu en Californie, etc. Tu vois. Parce que tu vois, dans nos sports, hein, que ce soit le surf, le ski, le kite, on est hyper dépendant des conditions. Ouais. Toi, t'es pro surfeur, mais tu prends n'importe quel surfeur, même débutant, hein, qui a commencé un peu à y goûter. Ça devient vite une addiction, hein, donc, et c'est vrai que le repas du dimanche midi en famille, s'il y a les conditions de la semaine qui tombent, t'as tendance un peu à dire désolé, je vais surfer, et c'est vrai que on demande beaucoup de concessions autour de nous, tu vois. Enfin, même, tu vois, moi en tant qu'amateur, je sais que ouais, ma femme, elle est cool, quoi. Enfin, elle est vraiment cool, quoi. Et en même temps, j'ai aussi fait de la compète sur d'autres sports. Et puis, souvent le week-end t'es pas là, donc tu rates les baptêmes, les communions, les anniversaires et tout ça. Toi, tu dis que c'est important. Tu trouves que t'as réussi à trouver un bon compromis? Est-ce qu'à un moment t'as eu du mal à gérer ça? Est-ce qu'aujourd'hui t'es dans un bon compromis? Ouais, c'était en fait quand j'ai commencé à être pris un peu dans ce mood, dans le fait de faire des compètes et de partir à l'étranger, et comme tu disais, voilà, pendant peut-être 10 ans, entre 18 et 27, 28 ans, j'étais sur la route tout le temps, toute l'année. J'étais pas là pour Noël, je ratais tous les anniversaires, c'est des sacrifices, mais j'étais pris dans cette espèce de roue libre un peu. J'allais avec le flow comme ça sur ce qui se présentait, et j'étais tellement émerveillé par le fait d'être sur la route et de vivre de ma passion, et que en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte de ce dont j'avais vraiment besoin aussi, et ce qui me permettait d'être moi entier, tu vois, c'est aussi d'où je venais. Et j'ai eu un moment où je me suis dit ouais, j'ai pas envie de perdre ça. J'ai la chance d'avoir encore des grands-parents, des parents en pleine forme, et une petite sœur aussi qui est là, et ça a été dur pour elle aussi, je le sais, on en a discuté, et aujourd'hui on est vraiment proches, et je suis vraiment content de ça, parce que ça a été dur pour elle aussi, le fait d'avoir un grand frère mais qui soit pas là finalement pour elle aussi. Parce que tu vois, depuis l'âge de 15 ans je suis parti, quoi, et on a 3 ans de différence, donc elle était jeune, et là on a reconnecté, du coup on passe plus de temps, on s'appelle, etc. Et moi je prends vraiment un grand plaisir à remonter en Vendée, à passer du temps avec mes parents, et voilà, il y en a qui n'ont pas cette chance là, et moi j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont soutenu depuis tout petit, et qui ont toujours été là derrière moi, et j'ai envie de profiter de ces moments-là. Je sais pas, on sait jamais quand est-ce que ça peut se terminer du jour au lendemain, donc j'essaie de profiter un maximum. Ouais, et je te posais cette question-là parce que j'ai aussi senti ça fait quelques mois qu'on échange pour caler le truc, t'as été blessé, et puis bon, voilà, tu voyages beaucoup, moi je suis pas toujours là, enfin bon, et j'ai senti que t'étais quand même assez, ça te posait pas de problème de poser des créneaux à l'avance, c'était genre très très organisé, versus, voilà, très souvent, moi, mes interviews, elles se calent genre la veille pour le lendemain, parce que j'ai toujours, tu sais, s'il y a des conditions, peut-être qu'on pourra pas faire le truc et tout ça, quoi. Toi, j'ai senti que t'arrivais à te poser, t'as pas ce problème de se dire, quand on enregistre, de se dire, là, j'ai l'interview, mais ça se trouve, il va y avoir des super conditions, faut que je puisse décaler le mec au dernier moment. J'ai pas senti ça. Non, au contraire, je trouve ça cool, et j'essaie d'allouer du temps justement à toutes ces choses-là, parce que déjà ça me fait plaisir, et puis voilà, c'est important. Enfin, je veux dire, quand j'essaie d'organiser un peu mon année, c'est des moments dont j'ai vraiment besoin. Le fait de rentrer chez moi, j'en ai besoin. C'est ce qui va me permettre aussi derrière d'être bien dans ma tête, et puis d'aller faire ce que je fais le mieux, tu vois, d'aller surfer sur les compètes, ou aller surfer et de faire une belle vidéo ou des belles photos, tu vois. Et moi, partager par exemple, ça me plaît, j'adore ça. Et tu vois, que ce soit un podcast où justement on peut échanger sur plein de sujets, c'est cool. Donc j'essaie de prendre le temps pour. Ouais. Excellent. On a parlé de plein de choses, on va pas pouvoir parler de tout.
Mais on va aller sur les questions que j'aime bien, c'est plus grosses galères et plus grosses satisfactions. On va commencer par plus grosses galères, parce que comme tu es dans la visualisation, on essaie de finir sur un bon flow, mais c'est toujours hyper intéressant de savoir, toujours intéressant ou rigolo, voir de savoir c'était quoi ta plus grosse galère. Ouais, il y en a eu tellement, hein, franchement c'est dur de... c'est dur de t'en trouver une en particulier, mais surtout quand tu voyages beaucoup, forcément entre les avions, tu vois, il y a toujours des trucs, mais là dernièrement, je me souviens d'un trip que j'avais de prévu à Bali. Pour un shoot pour Protest, donc un sponsor, et j'étais en compète au Portugal et il m'avait booké tous les vols, et puis en fait on fait une petite fiesta, tu vois, de fin de compète entre potes, mais vraiment tranquille, parce que on avait fait une bonne perf tous et qu'on restait ensemble, et voilà, moi je célèbre que vraiment quand il y a une grosse perf. Par contre, quand ça marche pas, je retourne au taf et voilà. Mais là, on avait tous bien géré, et on fait une petite fiesta, et puis le lendemain, j'avais le vol qui était tôt, et en fait, je loupe le vol. J'ai mis 15 réveils et je les ai loupés, tu vois. T'as bien célébré. Pas en plus, même pas de gueule de bois, rien du tout, tu vois. J'étais crevé, semaine de fou de compète. Et bam, tu vois, je loupe mon vol, et là, j'avais pas le choix en fait. C'était un shoot important, donc obligé de rebooker un vol, et je suis parti du Portugal. J'ai atterri à Bali, mais j'allais à Sumbawa. Et du coup, toutes les connexions, je les ai perdues, forcément. J'ai tout fait en bus, de nuit, taxi, ferry. Ça m'a pris un temps, mais monstre. Je tirais ma planche à la main en pleine nuit à Bali. Je prenais des scouts pour essayer de faire des petites portions de route. J'ai fini par arriver sur l'île. Ils m'ont attrapé à sortie du taxi. Ils m'ont dit, prends une planche, un truc, on va te filer un board short. J'arrive, je fais la photo du trip. Le premier jour, la deuxième vague. Ça, c'est la petite anecdote. Et c'est la meilleure photo qu'on ait eue du trip, c'est celle-ci. Et j'arrivais juste, et j'étais vraiment explosé du voyage et de tous les périples. Et au final, voilà, super photo, quoi. Récompensé de ton acharnement. Ouais, voilà, mais plein de choses. Après, voilà, louper des avions, les choses comme ça, c'est classique. Donc, quand je te parle de galère, toi, c'est la logistique, quoi. C'est plus logistique, ouais. Après, le reste, pour moi, c'est accessoire. Et puis encore, tu vois, c'est du stress, mais c'est bon, voilà, c'est tranquille, quoi. Ça se gère bien. Et alors, si on prend un peu tes 10 ans de carrière, t'as 32 ans et tout ça, c'est quoi ta plus grande satisfaction aujourd'hui? Tout est satisfaction. En fait, pour être très honnête, quand je regarde aujourd'hui, quand je fais un petit récap de tout ce que j'ai fait, j'imaginais jamais arriver aussi loin, en fait. Je suis super étonné, et en même temps, je suis satisfait, mais je me dis que en fait je suis arrivé tellement loin grâce tout le travail que j'ai fait, donc c'est un mélange de satisfaction personnelle et en même temps de reconnaissance envers plein de personnes qui ont été là au bon moment, et ouais, de la vie en général, parce que je continue de rencontrer des gens au bon moment à chaque fois. J'essaie de suivre un peu mon instinct sur un peu tout, et je me rends compte que je rencontre des gens qui sont vraiment là pour au moment où j'en ai le plus besoin, et c'est trop bien. Je suis extrêmement reconnaissant de toutes ces personnes qui m'ont aidé, et en même temps je me remercie aussi moi un petit peu, parce que j'aurais pu lâcher bien plus tôt, et au final le fait d'avoir été vraiment déterminé et d'avoir poussé, tu vois, au moment des fois où c'était dur, aujourd'hui je me rends compte que ça valait complètement le coup, et je suis trop content de la vie que j'ai, quoi. Donc c'est chouette, il y en a encore plein à venir. Ah ouais, alors t'as dit que t'étais curieux. Je sais pas, tu fais d'autres sports de glisse d'ailleurs? Je fais un peu de snow l'hiver. J'ai fait du skate pendant longtemps quand j'étais jeune. Après, c'est pas trop compatible avec le surf, parce que je me suis fait mal quand même beaucoup avec le skate. Donc j'ai laissé un peu de côté. Mais ouais, après voilà, j'aime bien toucher un peu à tout. Il y a pas mal de choses qui me motivent, voilà. Il y a un truc que t'as pas essayé, que t'aimerais essayer?
Ce qui m'attire en ce moment, c'est toi le genre de parapente ou toi le saut, tous les trucs un peu d'adrénaline. J'aimerais bien tester. Tu t'es mis au foil? Tu fais un peu de surfoil? J'ai essayé le foil un petit peu, mais c'est pareil. Là, vu que je suis en carrière en ce moment, j'ai vu trop d'accidents. Ça me freine un petit peu. T'as vu des accidents? Parce que alors souvent je pose la question, on me dit non, il n'y a pas trop d'accidents sur foil. Ce qui me surprend toujours un petit peu d'ailleurs, mais. Ouais, moi quand même, j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui sont un peu fait mal, quoi. Donc. Mais par contre, ouais, le wing foil par exemple, ça m'attire énormément. Le fait juste d'avoir une aile et un foil, surtout que la sensation, voilà, en foil, elle est quand même assez exceptionnelle. Et puis ça te permet aussi de partir sur des petites vagues, ouais, voilà, prendre des houles et clair. pas forcément aller se mettre dans un mètre à Asgore. Ouais, je pense que ce serait peut-être un peu trop solide pour le coup. Mais ouais, c'est des bonnes sensations et après ce sera, je pense, je toucherai à tout ça, mais après quoi. Cool. Un petit peu plus sérieusement. J'évoquais le sujet de l'après-surf. Ça m'intéresse, parce que là aujourd'hui t'es pro surfeur et on voit que tu vas enchaîner sur les prochaines années. Néanmoins, je sais que t'es quelqu'un qui réfléchit, qui est posé, qui construit bien les choses. Est-ce que t'as des projets pour la suite? Ouais, il y a des choses qui sont en mouvement là déjà et c'est vrai que là j'ai encore quelques années de carrière. Je vais essayer de les optimiser, mais en fait je suis en train de monter une école de surf un peu plus haut de gamme pour pouvoir justement transmettre ce que j'ai à transmettre en fait. Juste le fait d'essayer de proposer quelque chose qui soit déjà un peu différent et puis aussi qui me passionne moi. Donc ça veut dire quoi haut de gamme? Haut de gamme dans le sens où moi je vais intervenir en tant que surfeur pro avec les gens sur du surf coaching pour pouvoir les aiguiller et pour pouvoir les aider. Ça peut être des gens qui sont en recherche de progression et puis ça peut être aussi des jeunes qui sont là et qui envisagent peut-être une carrière dans le surf. L'idée c'est que j'ai quand même de l'expérience sur le surf de compète et sur la technique très fine et c'est de pouvoir faire profiter aux gens qui en ont besoin et qui le veulent de toute cette expérience là et on aimerait aussi proposer quelque chose qui sort un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui dans le sens où pour avoir une bonne expérience du surf il faut être dans des bonnes conditions et donc on aimerait proposer et on va proposer des créneaux au meilleur moment de la marée pour pouvoir avoir les meilleures vagues du jour. On est forcément soumis à la météo, mais une super session, c'est aussi aller au meilleur endroit au meilleur moment et puis avoir des créneaux plus petits, faire vraiment de la qualité pour pouvoir proposer une expérience en fait de surf à quelqu'un qui en a besoin et qui a envie de progresser ou qui connaît pas du tout. Là, ça peut être découverte aussi. Et voilà, donc cool. C'est un projet. Elle ouvre quand cette école? Ça va être avril 2023 normalement. Donc, il y a déjà un petit nom? C'est confidentiel, ça arrive cet hiver. Parfait, on suivra ça. Bon, Tristan, on arrive à la fin de ce podcast. J'aime bien terminer par cette question. Est-ce que y a quelqu'un que tu aimerais écouter sur Mordu, un prochain invité, quelqu'un qui t'inspire et que tu aimerais écouter sur ce format? Alors moi j'adore le tennis. J'ai suivi les Français depuis des années et il y en a un que j'ai énormément aimé et regardé, c'est Gaël Monfils. C'est une légende du sport mais il va bien au-delà, c'est un showman aussi et moi j'ai toujours adoré un peu cette énergie qui mettait sur le court et en dehors et ça pourrait être chouette, ouais. Ah bah écoute, c'est marrant parce qu'à chaque fois je demande souvent aux invités, j'ai quelqu'un dans l'outdoor, la glisse, et il y a souvent des tennismen qui reviennent. Donc on va pas la refaire, on va la garder, et bah écoute, Gaël Monfils, il doit être en plus un peu branché, un peu glisse, lui, faire des trucs un peu rigolos. Il a l'air d'être à fond là-dedans. Tristan, un grand merci, super sympa, merci pour l'échange, la sincérité. Je vais me mettre à la visualisation et puis on se revoit en avril là, ou en mai là, quand tu as ouvert ton école pour que tu me coaches un peu. Avec grand plaisir, ouais, c'était vraiment un plaisir d'être là et écoute, à la prochaine. Hein. À plus, salut, ciao. Salut. Je vous l'avais dit en intro, j'ai particulièrement aimé ce moment avec Tristan et je me suis noté plein d'éléments de sa préparation pour essayer de me les appliquer à moi-même. En plus,
j'ai eu le plaisir de recroiser Tristan Allot à une autre occasion. Je vous confirme qu'il est vraiment très 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 cool et super fort. Si vous avez kiffé cet épisode, je vous conseille d'écouter l'incroyable épisode avec Joël Deronet, le pionnier du surf français. C'est l'épisode 19, vous allez adorer. Si vous aimez Mordu, laissez-nous une note et un commentaire sur votre app d'écoute. Ça nous aide énormément pour continuer à réaliser du contenu de qualité. Allez, je vous laisse. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Salut les mordus.